Travaux avec 3 interventions successives autour d'une analyse plus économique des concessions d'autoroutes et une première intervention relative à l'analyse financière et aux enjeux économiques pour les concessions. Je cède la parole pour ce faire à Monsieur Frédéric Fortin. Vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, mon intervention va être de se distinguer un petit peu des précédentes, puisqu'en fait, j'interviens avec un angle très différent. C'est celui de l'expert financier. Donc, je voudrais remercier beaucoup, en fait, tous les intervenants précédents pour les éclairages sur le plan juridique. Et ici, l'ambition de cette présentation, c'est tout simplement d'apporter des éléments d'information pour contribuer au débat, en fait, contribuer au débat public. Et donc cette présentation va être un peu plus visuelle que les précédentes. Donc je vous propose, si vous voulez bien, de passer à la suivante. Et donc en fait, il y avait... voilà, donc ici l'ambition, c'est de vous parler d'une part en fait de la rentabilité des contrats, de vous proposer une analyse de la rentabilité de ces contrats et de proposer des pistes finalement pour évaluer l'équilibre économique de ces contrats. La deuxième chose, c'est de faire un petit retour sur l'impact du Covid sur le trafic et pour essayer justement d'apporter un élément d'appréciation sur l'impact du Covid sur je dirais sur le niveau de sécurité de cette activité. Et puis enfin, le troisième point, c'est de revenir sur les analyses qui ont été faites sur le PRA. Et puis enfin, de vous proposer aussi des éléments de réflexion sur le coût de rupture des contrats et tout ce qui pourrait advenir au terme de ces contrats. Donc pour commencer, peut-être, slide suivante, une mise en perspective de la rentabilité. Et donc on va commencer par le chiffre d'affaires avec la slide suivante. Finalement ici, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'on a pour les concessions, donc ASF, AP2R, SANEF, Ecofiroute, une croissance entre 2006 et 2019 qui se situe à 3,5%. Donc ça, c'est la croissance du chiffre d'affaires, le taux de croissance annuel moyen. Et ce qu'on observe en 2020, c'est une baisse du chiffre d'affaires de 17% qui est liée en grande partie aux mesures sanitaires. Donc aujourd'hui, en fait, en rythme de croisière, on peut considérer que le chiffre d'affaires qui est généré par ces sociétés est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Alors, slide suivante. Ici, là, le point est de vous présenter finalement un peu une indication du niveau de marge de ces activités, puisqu'on parle parfois de résultats nets, mais l'agrégat, en fait, l'EBITDA, correspond en français à l'excédent brut d'exploitation, le BE. Cet agrégat permet de mesurer la génération de trésorerie qui résulte de l'activité. Donc c'est la trésorerie avant le service de la dette et le service des actionnaires. Et du paiement de l'IS, bien entendu. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que cette marge n'a cessé de croître, de 65% jusqu'à 75% en 2019. Et donc, pour atteindre finalement un niveau d'EBITDA de 7,4 milliards d'euros sur ces 4 SCA. Et puis, au final, une marge qui s'est quand même bien maintenue en 2020. Donc, on a eu une baisse du chiffre d'affaires de 17%, mais malgré tout, une marge qui se situe toujours à 70%. Donc, ce qui montre que finalement, la génération de cash de CSCA n'a pas été, je dirais, déstabilisée de manière dramatique. Alors, slide suivante. Vous avez la rétrospective de ce qui s'est passé au niveau des dividendes. Et donc, on voit finalement un niveau de dividende qui fluctue entre 1 milliard d'euros pour l'année la moins bonne, c'est 2009, et qui atteint en 2007 5 milliards d'euros. Et donc ça, c'est des montants de dividendes annuels. Le rythme de croisière 2018, 2019, 2020, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Alors peut-être quelques explications rapides. En 2007, il faut noter que sur le contrat ASF, Vinci a eu la possibilité de remonter 3,6 milliards d'euros, je dirais 12 mois après la privatisation, du fait de la capacité de Vinci à réendetter la société ASF. Donc voilà, il y a eu une levée de dette de 3,6 milliards d'euros qui a permis de financer ce dividende exceptionnel. Donc en fait, puisque Vinci a payé la société ASF en tout environ 10 milliards d'euros, eh bien Vinci a récupéré par le biais de ce dividende déjà un tiers du coût d'acquisition grâce à ce dividende exceptionnel. Alors, on avance un petit peu dans l'exposé et je vous montre ici maintenant, finalement je mets en perspective, je vous propose de regarder le cumul de dividendes historiques qui a été versé par les CA
Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, c'est donc environ 30 milliards d'euros à fin 2020 qui a été remonté de la part des SCA vers les sociétés actionnaires. Et ça se compare finalement au montant qui a été perçu par l'État au titre des privatisations, donc en 2006, donc en tout 16,5 milliards d'euros. Et là, j'inclus également le produit de la cession de la quote-part d'ASF en 2002. Donc voilà, donc l'État perçoit 16 milliards. Aujourd'hui, ces sociétés ont dégagé 30 milliards d'euros depuis 2006. Et les sociétés actionnaires ont payé les SCA 22 milliards d'euros. Donc vous avez bien une différence, vous avez une différence de 6 milliards entre ce que l'État a perçu en vendant les sociétés et en fait le prix qui a été payé définitivement par les sociétés actionnaires. Ah pardon, il fallait, excusez-moi, passer à la slide suivante. Autant pour moi. Vous avez le graphique devant les yeux. Vous avez la ligne rouge vous voyez en pointillé qui montre en fait le montant perçu par l'État, 16 milliards. Ce montant finalement est compensé, enfin vous le voyez, il est atteint en 2014. En 2017, les dividendes cumulés atteignent 23 milliards d'euros. C'est le montant payé par les sociétés actionnaires. Et puis vous avez le montant là, fin 2020, 30 milliards. Et donc voilà, et donc vous avez une différence, j'y reviens, entre le montant payé par, je dirais que l'État a perçu pour privatiser, et le montant payé par les sociétés actionnaires. Il est de 6 milliards d'euros. Et en fait, cette somme, elle correspond aux plus-values qui ont été réalisées par les personnes qui ont acquis des titres dans le cadre des introductions en bourse. Donc vous avez d'abord l'introduction en bourse d'ASF, et puis en 2005, les opérations d'introduction en bourse de SANEF et AP2R. Et donc, c'est les personnes qui ont acheté ces titres qui, au final, ont capté une plus-value, qui conduit après ça les sociétés actionnaires à les payer un peu plus cher. Donc, slide suivante. Ici, ce que je vous propose, c'est d'essayer en fait d'illustrer graphiquement le principe du TRI. Parce que je pense que c'est une notion, il y a beaucoup de juristes dans la salle, et c'est parfois, moi qui ai un peu des difficultés parfois à comprendre des concepts juridiques, je pense que c'est intéressant d'avoir un peu de la vision financière de la chose maintenant. Ce que tend à présenter ce graphique, c'est que finalement le TRI va croître au fur et à mesure de la durée de vie du projet. Au début, il est de moins 100% en toute logique, puisque en fait, l'investisseur va décaisser une somme. Ici, donc, en l'occurrence, c'est le prix payé par Vinci pour l'acquisition des titres d'ASF. Et puis, donc, il évolue au fil du temps. Donc, dans ce graphique, ce que vous avez, c'est premièrement la ligne rouge qui présente finalement une perspective de rendement d'environ 8%. Et ce qui illustre la ligne bleue, c'est la rentabilité réalisée, mesurée jusqu'en 2020, puis telle qu'elle peut être projetée suite à un exercice de modélisation financière. Et donc, si on estime que le TRI raisonnable de l'exploitation d'une activité telle que une SCA est de 8%, eh bien, en fait, on peut en conclure qu'en 2023, le TRI qui était raisonnablement attendu va être atteint, notamment en ce qui concerne ASF, et qu'après ça, finalement, toutes les distributions de dividendes postérieures à cette date pourraient constituer finalement une surrentabilité. Et donc, pour ASF, l'estimation de ces dividendes entre 2023 et 2036, attendue, c'est environ 16 milliards d'euros. Donc voilà, en fait, c'est la partie assurée. Ce que vous voyez dans la zone assurée, c'est la surrentabilité, entre guillemets, enfin estimée, ou voilà, telle qu'on pourrait l'estimer. Alors j'espère que, du coup, ici, je ne sais pas si mon propos est clair, et s'il faut l'interrompre peut-être par des questions dès maintenant, mais... OK. Donc de la même manière, on peut aller à la slide suivante et voir que sur AP2R, la situation est à peu près similaire. Elle est un peu différente parce qu'il n'y a pas eu de dividende exceptionnel versé par AP2R à son actionnaire au début. AP2R a dû finaliser l'acquisition des titres en 2010, donc ça a été un peu plus long. Mais au final, on arrive à un constat qui est à peu près similaire. C'est que, je dirais, si tout reste constant aujourd'hui, eh bien, on peut estimer qu'AP2R atteindra... où je dirais que FRI va atteindre un TRI investisseur de 10% sur cet actif et qui est donc légèrement supérieur à cet objectif, cette cible qu'on pourrait évaluer comme étant 8%. Donc, en définitive, pour conclure cet exposé avec la dernière slide, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le TRI investisseur de Vinci sur ASF pourrait être atteint en 2023, donc 13 ans avant la fin de la concession.
En ce qui concerne AP2R également en 2023, donc 12 ans avant la fin de la concession. Et donc Sanef, par contre, qui est un cas un peu différent, comme le disait monsieur le vice-président, où là, la rentabilité va être atteinte certainement à l'échéance du contrat. Donc voilà, un cas un petit peu différent. Donc peut-être quand même une précision sur ce point, parce que j'ai bien entendu l'exposé précédent. On a la possibilité de calculer des tarifs fonds propres, bien que finalement le taux d'endettement est une donnée qui est pas facilement accessible. En tout cas, les comptes sont publics. Et donc ce qui veut dire que peut-être faire un point méthodologique avant de continuer, tout simplement vous dire que le TERI investisseur, on peut le concevoir comme étant la résultante en fait de la prise en compte de l'investissement, donc le prix d'acquisition des titres par la société actionnaire, et qu'on compare avec les flux perçus par l'actionnaire. Et ces flux, en l'occurrence, sur ce type de contrat, c'est quasiment exclusivement des dividendes. Et ici, je ne peux pas résister à faire quand même une nuance, qui est que Cofiroute a quand même versé en 2020 également 1 milliard d'euros à son actionnaire par le biais d'un prêt, en fait, d'un prêt, on appelle une convention de compte courant, une convention de gestion de trésorerie. C'est-à-dire qu'en plus du dividende de 400 millions qui a été remonté, il y a eu également un prêt de la fille, donc Cofiroute, à la mère Vinci Autoroute. Donc c'est également à prendre en compte dans les calculs. Alors ici, je vous propose de passer à la slide suivante. La section suivante ici, c'était simplement de vous donner un peu de visibilité sur ce qui s'est passé pendant le Covid sur le trafic. Et je veux bien qu'on affiche ce graphique. En fin de compte, vous avez une baisse de trafic qui est extrêmement liée aux mesures sanitaires. Donc ce que montre ce graphique, c'est donc que finalement la résilience de cette activité est très forte. Finalement, elle est atteinte, je dirais qu'on y porte préjudice dès lors qu'on prend des mesures politiques et qu'on confine les gens. Et donc vous voyez qu'en mars 2020, il y a une érosion très importante du trafic. Vous retrouvez au confinement suivant une érosion du trafic au mois de novembre 2020. Et puis enfin, le dernier confinement du mois d'avril 2021, où également le trafic baisse. Et donc, qu'est-ce que ça donne? On a donc une baisse de trafic d'environ 21% en 2020 par rapport à 2019. Et pour ce qui concerne les perspectives, on voit que le trafic se rétablit très bien, puisque ASF a communiqué finalement une hausse du trafic de 22% en 2021, et puis AP2R également une hausse du trafic de 19,5%. Donc en fait, ça nous permet de nous donner un peu une idée de ce que vont être les résultats en 2021, et je pense que le vice-président, M. Delahaye, vous communiquera sur la mise à jour du rapport de la commission d'enquête du 16 septembre 2020 sur ce point. Donc, je vous propose de poursuivre et d'aller maintenant un petit peu regarder l'équilibre financier du PRA. Donc, ce que prévoyait le PRA, c'était 3,27 milliards d'euros d'investissement par les SCA. Il y avait également une contribution volontaire totalisant un montant de 1,2 milliard d'euros, et puis également des dotations OFMET. Donc ça, c'était l'effort qui était consenti par les SCA en 2015. En contrepartie, l'État a accordé... Oui, il faut qu'on continue. Oui, pardon, je suis en slide 15, donc 2 slides plus loin. Pardon. Voilà, on peut aller carrément à la slide suivante. En contrepartie, l'État a accordé des prolongations de contrats entre 2 et 5 ans, ce qui constitue un bénéfice économique pour les SCA. Et donc, un bénéfice économique qu'il convient d'évaluer avec, encore une fois, le taux d'actualisation. Puisqu'en fait, le bénéfice pour les SCA est dans le futur, il se situe entre les années 2029 et 2036, et donc pour être à même de bien l'évaluer, il faut utiliser le bon taux d'actualisation. Donc ici, j'ai également fait une analyse sur ce point, et ce qu'on peut relever, c'est que un certain nombre de tiers indépendants ou autorités ont communiqué des taux de référence qui sont assez éloignés ou très éloignés du taux qui a été finalement utilisé pour établir cet accord. Donc, d'une part, il y a un avis de l'ARAFER que je voulais mentionner qui date de 2017. Donc, certes, il est postérieur, il intervient 2 ans plus tard. Mais dans cet avis, l'ARAFER nous indique que le CMPC qui est raisonnable se situe entre 4% et 5,60%. D'autre part, en fait, on a un certain nombre de tiers qui indiquent des niveaux de CMPC pour une période à peu près équivalente qui est de l'ordre de 3,5%. Et au final, on voit que finalement, la décision a été de retenir un taux par le gouvernement qui était de l'époque de 7,70% pour actualiser donc les flux futurs. Donc c'est là qu'en fait réside, je pense, un élément important.
C'est-à-dire que si finalement on s'en tient à un taux qui semble être plus, je dirais, conforme aux paramètres de marché de 2015, eh bien, en fait, on en déduit une surcompensation de l'ordre de 4 milliards d'euros au profit des SCA du fait de la prolongation des contrats. Donc, en fait, là, je vous propose d'aller en slide suivante. Vous avez les éléments. Vous avez le détail, en fait, SCA par SCA des calculs. Vous avez donc ASF qui consent un effort de 1,7 milliard par exemple sur les travaux, et puis des contributions à la FIT de l'ordre de 500 millions d'euros, mais qui bénéficient, en fait, la valeur actualisée de la prolongation des contrats peut être évaluée à un montant de 4 milliards d'euros. Donc, ce qui veut dire que ici ASF bénéficie d'une surcompensation de 2 milliards d'euros, dès lors qu'on puisse admettre que finalement le taux de référence à utiliser était bien 3,5% et non pas 7%. Et donc, on peut faire la même chose sur FRI, vous le voyez devant vous, ou à Abertis, et on aboutit donc à cette surcompensation globale de 4 milliards d'euros. Donc voilà pour le PRA. Pour avancer dans l'exposé ici, je voulais juste aborder les perspectives. Je pense qu'il y a des points de vigilance et je pense qu'il est important que vous, juristes, élus, puissiez également, je pense, les avoir à l'esprit dans les années qui viennent. Et je voudrais remercier notamment Stéphanie Fontaine pour cet élément qu'elle a signalé dans un article, qui est que finalement on voit apparaître dans les contrats des soults en fin de contrat. Et donc, dans le 12e avenant, en ce qui concerne le contrat SAPN, ici, on voit apparaître une soulte à payer par l'État de 55 millions d'euros au terme du contrat. Et donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, on a donc le gouvernement qui nous dit que finalement, le retour des concessions sera gratuit. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce nouvel élément remet en cause ce point-là. Et cet élément, il résulte du fait que les SCA font des travaux qui ne seront pas amortis au terme du contrat, et donc que l'État devra rembourser. Et donc, le risque qu'on a, c'est de voir finalement ce genre de travaux se multiplier dans le temps, et donc 50 millions s'additionner à 50 millions, puis 50 millions, et au final, on va avoir des milliards d'euros à payer au moment où l'État aura la volonté de récupérer les contrats au terme de ces concessions. Donc ça, c'est un point de vigilance, et je pense qu'ici, l'ART s'est positionnée sur cette pratique. Elle a semblé émettre des avis favorables, puisqu'en fait, ça permet de limiter la hausse des péages. Mais cependant, je pense qu'il est nécessaire que les élus aussi se prononcent, parce que ce point nécessite un arbitrage, de manière sûre et certaine. Après ça, juste un petit commentaire sur la solarisation. Je pense que Yann Wells en parlera. Mais on parle de solariser le foncier, donc les délaissés autoroutiers. Là, ici, je voudrais signaler que ça aussi, en termes de perspective, c'est quelque chose qui est extrêmement rentable. Et donc, ici, on parle donc d'utiliser du foncier public pour installer des installations photovoltaïques. Et là, ça peut représenter également des sources de création de valeur importantes. Donc, je pense qu'il faudra également surveiller ce point de très près. Donc voilà, pour finir, j'espère être dans les temps, je ne sais pas, largement, excellent. Ok, donc en fait, pour finir, peut-être une perspective sur l'évaluation du coût de rupture des contrats. Donc ici, en fait, je ne prétends pas, dire quelle doit être la bonne méthodologie, mais simplement contribuer avec des éléments assez factuels. Vous avez donc les trois sociétés, donc SAPN, SANEF et AP2R, qui vont générer des cash flows opérationnels qu'on peut évaluer à 52 milliards d'euros entre 2023 et 2036. Donc ça, c'est la somme des cash flows générés par l'activité avant le service de la dette et avant le service des actionnaires et après paiement de l'impôt sur les sociétés. Et donc ce cash flow, à quoi il sert ? Eh bien, il sert à rembourser la dette. Donc il reste 20,7 milliards d'euros. C'est la somme, le montant que j'estime à fin 2022. Il reste à servir les intérêts de la dette. Donc là, c'est environ 2,6 milliards d'euros. Donc il vous reste environ 30 milliards. Donc ça, ces 30 milliards d'euros, c'est la somme des dividendes que les SCA pourraient verser à leurs actionnaires. Et donc ici, simplement un point de stratégie financière. Si il était nécessaire dans le cas par exemple d'une résiliation pour motif d'intérêt général, de procéder au remboursement du manque à gagner pour les SCA, eh bien, en toute logique, il faudra le faire sur la base d'un taux d'actualisation de 8%, puisque c'est le taux de référence de l'opération. Et donc, en fait, payer finalement
ce manque à gagner, on peut l'évaluer comme étant les 30 milliards d'euros de dividendes actualisés, en ce qui représente 20 milliards d'euros environ. Mais ici, en faisant un peu de stratégie, eh bien, on peut considérer que le coût du capital de l'État n'est pas celui des sociétés privées. Et donc, on peut imaginer qu'il pourrait se situer, par exemple, autour de 1,5%. Et si c'est le cas, eh bien, en fait, du coup, ce stock de dividendes de 30 milliards représente une valeur pour l'État qui est un peu différente. Il est de 27 milliards si on actualise donc avec un taux de 1,5%. Donc, ce qui veut dire un gain immédiat de 6 milliards d'euros. Voilà, c'est juste une mise en perspective sur ces coûts de rupture. Et j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éclairages dont les juristes ont effectivement besoin. Je cède la parole à Yann Vels qui va nous parler d'un sujet qui a commencé à être abordé, qui est celui des inventaires. C'est à vous. Bonjour à tous. D'abord, merci Monsieur le Président, merci Jean-Baptiste Villa pour ce colloque et pour ce sujet qui nous intéresse tous à plusieurs titres. Usagers dans un premier temps, puisque nous sommes nombreux à utiliser ces infrastructures. Concitoyens également, parce que au titre de l'impôt que nous payons pour nombre d'entre nous, et pour les étudiants qui sont ici, qui le paieront un jour, eh bien, la question d'être concitoyen et de payer des impôts peut avoir une incidence, surtout quand on songe qu'éventuellement il peut être susceptible de recourir à ces derniers-là de façon tout à fait indirecte dans le cadre du paiement éventuel qui pourrait être sollicité par des concessionnaires dans le cadre d'une rupture anticipée. Et puis, le juriste, bien entendu, qui, fort des contrats de concession qu'il connaît parce que eh bien, c'est un outil juridique et un véhicule juridique, pour reprendre les propos de M. Copé, qui avait été évoqué tout à l'heure par Jean-Baptiste Villa, se trouve être quand même des éléments qui appellent nécessairement notre vigilance. Ce propos étant rapidement et liminairement tenu, moi, mon intervention, elle va se porter sur l'inventaire. Pourquoi l'inventaire ? Parce que il est tout à fait étonnant de considérer que pour des ouvrages et des infrastructures qui ont quand même une ancienneté aussi significative, on parle de contrats qui remontent aux années 70, il puisse être fait état aujourd'hui dans les discussions qui peuvent avoir lieu dans ces cénacles, que ce soit ici au Sénat ou que ça ait pu être à l'Assemblée nationale, de propos dans lesquels finalement le représentant des services de l'État, le ministre des Transports, puisse, à des questions qui lui sont posées sur l'identification éventuelle de ce dernier, dire tout simplement écoutez, l'inventaire, il n'y en a pas. Et puis de se reprendre une seconde fois pour déclarer que si l'inventaire est en cours de constitution, dans le cadre des opérations effectivement qui doivent être réalisées 7 ans avant le terme des contrats, et donc dans ce cadre-là, les contrats se terminant dans les années 32, 31, 32 et puis 36 et plus tard pour les plus récents, eh bien on est dans les temps et on devrait donc se satisfaire effectivement de la réalisation de ces inventaires. Comme ça a pu être dit tout à l'heure, il y a une méprise, de toute évidence, dans les réponses qui ont pu être formulées par le ministre des Transports et la réalité, effectivement, des obligations de tenir un inventaire à jour qui est à la charge, effectivement, du co-contractant. Je m'explique. S'il est tout à fait évident que le ministre a raison d'évoquer un dispositif contractuel qui astreint, effectivement, à ce que 7 ans avant les termes du contrat, il puisse être réalisé une sorte d'audit permettant d'identifier le programme de renouvellement qui devrait être envisagé, et à ce titre-là, de pouvoir dire, écoutez, nous allons vérifier quelle est la teneur, la consistance exacte de cet inventaire, de ce qui reste à faire. Il n'en demeure pas moins que c'est très différent de l'inventaire initial du patrimoine qui doit être réalisé par le co-contractant ab initio, au moment où il obtient le contrat. Que ça n'ait pas été fait j'ai envie de dire, avant la privatisation, est une difficulté. Elle a été soulevée par d'autres intervenants. Il y a eu vraisemblablement un trou dans la raquette et on ne va pas refaire l'histoire des autoroutes en s'interrogeant sur qui a fauté, est-ce que l'État aurait dû le faire et pourquoi il ne l'a pas fait. C'est en revanche une difficulté beaucoup plus significative dans le cadre qui est le nôtre après la privatisation, tout simplement parce que, pour le coup, le dispositif contractuel impliquant la réalisation de cet inventaire est clairement inscrit dans les contrats.
Et il n'a pas été introduit à la faveur d'un avenant qui aurait été pris au hasard d'une année de vie du contrat. Non, il a été introduit, ce dispositif-là, par un décret, et ce décret date de 2004. Et il a impacté, si on prend le cas du contrat d'ASF, mais on pourrait prendre les autres contrats, puisque c'est à peu près toujours dans les mêmes parties, c'est-à-dire dans les parties introductives que l'on trouve ce dispositif-là, à l'article 2.4, eh bien, il y a une obligation pour le concessionnaire, dès la première année, donc dès 2006, de remettre un inventaire à l'État. Donc je vous pose la question, l'a-t-il fait? Et la réponse, vous la connaissez, puisqu'elle vous a été livrée tout à l'heure par Jean-Baptiste. Non, ça n'a pas été fait. Et ça a une incidence tout à fait significative. Parce que si vous n'avez pas d'inventaire, eh bien, vous allez avoir des difficultés à expliquer que vous tenez une cartographie des investissements que vous réalisez. Je vais même aller au-delà. S'il n'y a pas de cartographie de l'inventaire, comment va-t-on faire pour justifier du niveau des tarifs qui sont pratiqués sur l'usager? Comment la représentation nationale ou les autorités administratives qui se constituent, diverses, peu importe, que ce soit un contrôle réalisé par la Cour des comptes, l'autorité de la concurrence, désormais l'ART, comment ces autorités-là peuvent-elles travailler, valoriser une rentabilité éventuelle sans inventaire? La Cour des comptes s'y est essayée, l'autorité de la concurrence également, et pour essayer d'identifier les sommes qui sont dues, les rentabilités, les surprofits éventuels, eh bien, elles ont fait avec les moyens du bord, elles ont fait avec ce qu'on leur a donné, c'est-à-dire des ratios financiers. Mais les ratios financiers ne sont pas des inventaires. Or, je rappelle que, pour le coup, contractuellement, on a bien un dispositif qui prévoit la réalisation de ce dernier. Alors, vous allez me dire, oui, mais et la loi? La loi, elle est venue effectivement tardivement. Elle est venue tardivement à la faveur, effectivement, de la réécriture du Code de la commande publique. Et même si on avait effectivement des dispositifs qui laissaient très clairement poindre cette obligation, il n'en demeure pas moins qu'il aura fallu effectivement attendre l'article L31.5 du Code de la commande publique de 2019 pour voir cette obligation d'établissement d'inventaire être gravée dans le marbre. Une fois qu'on a dit cela, il faut aussi considérer que il s'est quand même passé des choses entre 2019 et ce texte, et 2005 et la privatisation. Y a-t-il un blanc entre les deux, et quelle est éventuellement l'incidence de ce blanc-là? Le blanc, il va être vite rempli, j'ai envie de vous dire, pour une raison somme toute simple, c'est que quand en 2005 il y a privatisation, il y a dans le même temps, et sur un tout autre domaine qui est celui des contrats de délégation de services publics réalisés par les collectivités territoriales, la prise d'un décret qui vient compléter de façon tout à fait opportune l'établissement des rapports annuels du délégataire, invitant effectivement ces derniers à communiquer à l'occasion des contrôles qui devront être opérés par les autorités organisatrices du service un inventaire, tout simplement parce que ces dernières, elles font exactement la même chose que ce que l'État devrait faire, c'est-à-dire elles contrôlent les délégations de services publics, et à cet égard-là, pour les contrôler, elles ont besoin d'un rapport annuel du délégataire dans lequel vous trouvez un quart. Le quart, vous le rapportez effectivement quand vous opérez un contrôle au compte d'exploitation prévisionnel qui a été donné au début, effectivement, de la signature du contrat. Et puis vous avez l'inventaire qui est actualisé et qui permet effectivement de vérifier qu'il y a une compatibilité entre ce qui a été projeté ab initio, ce qui est réalisé à un instant T, et ce qui est susceptible d'advenir au moment de la fin des contrats. Nous n'avons donc pas véritablement de blanc, puisqu'on peut difficilement penser que si les collectivités ont été astreintes à se faire communiquer ces éléments-là par leurs délégataires, j'imagine difficilement que l'État lui-même, avec ses co-contractants, se soit abstenu de cette démarche-là. Qu'est-ce que cela a comme conséquence si je n'ai pas d'inventaire? Eh bien, reprenons le fil. Si je n'ai pas d'inventaire, quid effectivement de mes tarifs? Quid de mes tarifs, puisque mes tarifs devant être, normalement, et nous l'avons vu tout à l'heure, la contrepartie du service rendu, et que dans ce service, il y a une quote-part d'investissement, comment je vais être en capacité de vérifier que ce dernier était réalisé? Vous allez me dire, pour la majorité des investissements qui ont été réalisés depuis 2015, on va avoir les plans, c'est vrai. Mais les plans ne vous donnent pas une VNC, et ne vous donnent pas une VNC actualisée. Deuxième problématique,
de cet inventaire non réalisé, eh bien, il tient dans le positionnement qu'adopte aujourd'hui le gouvernement sous la voix de son ministre. Il dit, ben voilà, nous, les inventaires, on est en train de les faire, rassurez-vous. Il est tellement en train de les faire, d'ailleurs, qu'on prend un décret, le fameux décret qui a été visé tout à l'heure par Frédéric, du 21 décembre dernier, par lequel il est fait état que on va réaliser le premier inventaire chez SAPN. Formidable. Formidable. Le premier inventaire. Enfin, pour un contrat qui date des années 80, si on réalise le premier inventaire en 2022, j'ai quelques doutes sur la capacité, effectivement, de pouvoir réaliser un travail exhaustif compte tenu de la profondeur. Je suis encore plus dubitatif quant à notre capacité, et a fortiori, puisqu'il semblerait que ce soit les services de l'État qui, pour le coup, vont le réaliser, sont en capacité d'appliquer sur les VNC éventuels qui vont naître de cet inventaire-là, défalquer un taux de vieillissement du patrimoine. Ça risque d'être quand même très compliqué. J'ai une difficulté complémentaire, c'est que tout ça est lié à l'idée selon laquelle, finalement, ce serait à l'État de réaliser un inventaire. Nous sommes entre juristes, je pense que même pour les non-juristes, vous aurez compris la problématique. Où est-ce que vous avez vu qu'une autorité organisatrice du service réalise l'inventaire de son co-contractant ? La question peut sembler somme toute un petit peu bizarre, posée de cette façon-là, mais enfin je vous assure que moi, en tout cas, les bras m'en sont tombés quand on m'a expliqué que c'était l'État qui réalisait l'inventaire d'un patrimoine qu'il avait quand même donné en concession auprès d'un co-contractant privé. Je ne sais pas, moi en tout cas dans la voix d'un ministre, ça me laisse quelque peu dubitatif. Et puis je rappelle, et je reviens encore une fois au dispositif contractuel, il ne laisse aucune espèce de doute. C'est bien au contractant privé de réaliser l'inventaire. On peut relire la phrase si vous voulez ensemble, mais il n'y a pas de doute sur la titularité de l'obligation et à qui elle échoit. Alors, pas d'inventaire, problématique éventuelle si on devait interroger le niveau des tarifs, problématique également si l'on doit interroger une éventuelle rupture anticipée. J'entends depuis ce matin, effectivement, avec beaucoup d'intérêt, le fait que l'on s'interroge sur ce qu'il serait susceptible de devoir être indemnisé. Et de façon classique, cela a été rappelé tout à l'heure par le professeur Karpenchif, on retrouve effectivement la part non amortie et le gain manqué. Je rappelle que dans ces deux éléments-là, vous avez l'inventaire est au cœur de ces derniers. Comment vous allez pouvoir calculer une part non amortie si vous ne pouvez pas justifier d'un inventaire qui a été suivi? Comment vous pouvez envisager d'indemniser une valeur nette comptable résiduelle d'un patrimoine qui serait dû et sollicité par un co-contractant privé gérant des autoroutes si vous n'avez pas la tenue à jour d'un inventaire d'année en année qui vous permet de constater comment celui-ci s'est comporté et comment il a été traité sur un plan comptable? On peut pousser encore plus loin les problématiques liées à l'inventaire. Je pourrais vous parler de la nature des provisions qui sont dans les comptes du concessionnaire. Comment peut-on aujourd'hui justifier du niveau des provisions et éventuellement même, et je reprendrai les travaux de mon collègue Jean-Baptiste Villas sur l'amortissement de caducité, mais enfin, à supposer même que ce mécanisme d'amortissement de caducité soit utilisable par les concessionnaires. Et je me garderai bien de vous dire que c'est possible puisqu'il y a 6 conditions cumulatives dont je doute qu'elles soient toutes réunies. Mais passons sur cet aspect-là. Comment voulez-vous justifier du montant de ce que vous allez dégréver de votre impôt sur les sociétés en tant que co-contractant si vous ne suivez pas l'inventaire? Moi, à titre personnel, je ne sais pas faire. Je suis directeur juridique d'une société publique locale qui gère l'eau et l'assainissement. Je peux vous assurer que si je n'ai pas d'inventaire, je suis dans l'incapacité de pouvoir justifier des tarifs que je pratique à l'égard des usagers des communes qui, en l'occurrence, bénéficient de mon service public. Ça n'est pas possible. Ça n'est donc pas possible de pouvoir calculer de façon objective une indemnité. Très bien, tirons le fil beaucoup plus loin. On a évoqué tout à l'heure avec beaucoup de pudeur la question de la caducité. Tout le monde s'est rappelé effectivement avec une certaine émotion des conclusions du rapporteur Geffra.
qui évoquait effectivement cette possibilité offerte de pouvoir, lorsque il était manifeste que le contrat n'ait plus lieu d'être parce que les biens avaient été amortis, et qu'en même temps, il n'y avait plus lieu, à partir du moment où ces derniers avaient été amortis, de continuer à faire perdurer une relation contractuelle qui n'avait plus de matière, puisqu'il n'y avait plus d'investissement, eh bien, les contrats étaient caducs. Moi, j'ai envie de dire, en reprenant pas les propositions, mais les projections qu'a fait, et vous me pardonnerez le lapsus, les projections qu'a fait Frédéric, quand je vois les courbes, je ne suis pas économiste, mais je me pose la question effectivement de la caducité potentielle des contrats aujourd'hui qui sont en cours. D'une part parce qu'ils n'ont pas d'inventaire, mais d'autre part parce que, de toute évidence, la rentabilité qui est atteinte a, d'une part, vraisemblablement remboursé la mise de fonds initiale, a permis des bénéfices raisonnables et invite à s'interroger, ou en tout cas invite peut-être à ce que les représentants de la nation, mais également les juristes que nous sommes, tout autant que des cabinets d'avocats ou encore des cabinets d'audit, peut-être interpellent effectivement la puissance publique sur le maintien et la pertinence de maintenir des relations contractuelles compte tenu des éléments qui sont évoqués à présent. Je livre ça un petit peu à votre sagacité, et ça sera le dernier point. Quid effectivement de ce que nous avons évoqué en pied de la présentation de M. Fortin, portant effectivement sur les délaissés d'infrastructure. Je reprends rapidement ce qu'est un délaissé d'infrastructure. Vous savez que vous avez des autoroutes qui passent, tout autour vous avez des terrains. Alors vous imaginez bien que si on n'a pas d'inventaire, je vous laisse imaginer effectivement la question de savoir et de déterminer à qui appartiennent le cas échéant les délaissés d'infrastructure. Imaginons une seule seconde que vienne la bonne idée auprès d'un des concessionnaires de valoriser ces délaissés d'infrastructure en posant par exemple des panneaux photovoltaïques. Parce que c'est bien, dans le cadre de la décarbonation, d'envisager effectivement une solution alternative. On peut y croire. Une solution alternative effectivement pour les recharges de batterie. Ben, je ne vois pas bien comment on va faire pour effectivement intégrer ça dans un corpus et en suivre l'évolution. Le cas échéant, envisager de s'interroger sur la pertinence d'un avenant, à supposer qu'il soit passé pour octroyer le bénéfice de cette mission complémentaire qui est périphérique quand même à l'exploitation des autoroutes. Comment va-t-on faire sans inventaire? Voilà, je n'ai pas la réponse, j'ai beaucoup de questions. C'est des questions de juristes, c'est des questions de concitoyens et c'est des questions d'usagers. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour l'expression de tous ces doutes qui n'en sont pas aussi à certains égards. Troisième et dernière intervention de cette séquence, Jean-Baptiste Villa, autour de quelles perspectives, quelles hypothèses, quelles solutions. Donc on va prendre encore une fois encore plus de hauteur. Merci d'avance. Je ne sais pas parce que j'ai le vertige, donc je me garde bien de monter trop haut. Juste parce qu'il y a une transition, je crois, entre mon intervention et celle de Yann, qui est donc mon co-auteur des précédentes études de novembre 2020. J'ai raconté, on est entre nous, hein, même si on est filmé, moi j'ai raconté cette anecdote des inventaires du patrimoine autoroutier au directeur juridique de Bordeaux Métropole. Parce qu'on travaille ensemble, on a des projets, vous savez, université, collectivité ou EPIC. J'ose à peine vous dire sa réaction. Parce qu'il en a rigolé pendant 5 bonnes minutes. Et c'est vrai que quand je lui reprenais les rapports de la DGITM de 2011 à 2018, hein, vous pouvez les consulter, ils sont sur le site du ministère de l'écologie, ou le rapport de la RT en 2020, on trouve peu ou prou la même formulation hein, sur les inventaires. On y travaille. Oui, mais en fait, ce n'est pas vous. Comme l'a très bien dit Yann, c'est plutôt les autres opérateurs, votre co-contractant, puisque c'est lui qui fait les travaux. Il y a quand même une certaine logique de ce point de vue-là. Donc les hypothèses, les solutions, c'est une question qui est liée aux inventaires, bien évidemment, et c'est peut-être là où on rentre dans le totem et tabou que j'évoquais en introduction. Et ça m'a même fait penser tout à l'heure, je suis obligé d'avoir cette petite référence, plutôt à une analyse de l'un et du multiple d'un de mes maîtres, Jean-Arnaud Mazère. L'un, non, il n'y a pas une solution. Et d'ailleurs, je vais même être franc avec vous, il n'y a clairement pas les solutions qui sont dans le débat public aujourd'hui. Mais en tout cas, celles dans le débat public ne sont clairement pas celles qui résument la situation.
à savoir le statu quo, ça coûterait trop cher, 47 milliards. On vient de voir que le chiffrage est impossible. On pourrait en refaire l'historique, on l'a déjà fait ensemble. Je ne crois pas que ce soit utile. D'autre part, la nationalisation. C'est l'un ou c'est l'autre. La peste ou le choléra, comme dirait l'autre. Je ne prends pas de parti pris, hein, je ne fais pas de politique, je ne suis pas un politique, donc ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais je crois que très clairement, les choses sont plus complexes que cela. Mon maître, justement, me disait, quand j'étais étudiant en thèse, méfie-toi de la situation qui paraît binaire. C'est rarement le cas. Les principes, les exceptions, c'est plutôt courant. Alors reprenons les hypothèses. Le statu quo, d'abord, en effet, c'est une première hypothèse, ne rien faire. On va jusqu'au bout des contrats 2031-2036. Attention, ça ne concerne pas tous les contrats, hein, ça ne concerne que les plus vieux, bien évidemment, ceux qu'on a conclus dans les années 70, etc., et qui n'ont pas donné lieu à de nouveaux contrats au moment de la privatisation, alors qu'on aurait certainement dû le faire. Bon. Et on entend là un argument assez intéressant. Les contrats seraient bien ficelés, donc on ne pourrait rien faire. Enfin, moi, je note quand même que si je fais le bilan de la journée, sans laissant de côté mes analyses, bien évidemment, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Hein, je ne parle pas du calcul du TRI, du CMPC, de l'EBITDA, je ne suis vraiment pas du tout compétent pour ça. Mais si on part de la question des redevances domaniales qui seraient 60 fois inférieures à celles qui sont raisonnablement payées dans pareille situation, les doutes sur le principe même du péage, d'ailleurs ça me fait penser à une citation d'un éminent collègue, professeur Terner, qui disait dans un article de 2007 « serait certainement illégale une surrémunération qui ne bénéficierait pas directement aux usagers ». Et je ne parle pas des inventaires, donc. OK. J'ai l'impression quand même que là, ça fait un peu beaucoup pour que cette solution soit tenable, ne rien faire en considérant que tout est parfait. On a des problèmes contractuels, des problèmes de texte, des problèmes d'inventaire, des problèmes économiques, de surrentabilité ou surcompensation, qui donnent lieu à des risques. Le premier, une aide d'État illégale, on en a entendu parler, ça pourrait ouvrir quand même une procédure en manquement devant la Commission européenne, et peut-être même un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, le fait qu'on ait concédé des libéralités, qui est quand même une borne constitutionnelle qui s'impose au contrat, même si le contrat, bien entendu, demeure silencieux dessus, bien évidemment. Vous l'avez compris, le silence n'est pas tenable, et je crois que la poudre de perlimpinpin magique un petit peu qu'on nous saupoudre ne marche pas et ne résout pas tout. Je comprends peut-être pour des raisons politiques parfois l'inaction, c'est encore une fois pas à moi de la juger, mais je crois qu'on a ici un vrai risque juridique, un risque contractuel, et une fois qu'on l'admettra, on pourra peut-être en discuter et se mettre autour d'une table. Donc, un statu quo, ne rien toucher, est une option qui ne me paraît pas possible, ni en droit, ni économiquement. Deuxième option, celle de la nationalisation. Bon, c'est l'autre versant. Hein. C'est une autre hypothèse. Posons-la dans le débat public, et je crois qu'elle suppose au moins de poser deux questions. Au moins. Je ne vais pas être exhaustif, le temps imparti ne me permet pas. D'abord, sur la base de quel motif, hein, la question de la nationalisation est quand même là aussi bornée dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Un motif d'intérêt général, des investissements d'avenir, une remise à plat de contrats qui, ce matin, ça a été dit, serait potentiellement ou peut-être léonin si on allait un peu plus loin dans l'analyse. Il faudrait quand même vérifier la véracité et le sérieux du motif vis-à-vis de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Est-ce que, en tout cas, elle portera atteinte à un quelconque droit de propriété ? Parce que je crois l'avoir lu aussi à droite ou à gauche, vous comprenez, ils ont un droit de propriété. Mais attendez, qu'on soit bien tous d'accord là aussi, ça a été dit, l'essentiel des infrastructures sont des biens de retour. Et qui dit bien de retour en droit dit qu'ils appartiennent ab initio à la personne publique. Alors, peut-être il me semble utile ici d'apporter une précision pour les non-juristes. Que veut dire une propriété ab initio ? C'est depuis le début. Alors, plus exactement, on a peut-être des petits hiatus dans la doctrine juridique, c'est depuis la mise en service des biens. Moi, j'aimerais que ça remonte même encore un tout petit peu avant, parce que entre le moment où on les construit par composants et la mise en service, on peut faire de l'exploitation comptable et fiscale dessus. Mais c'est un autre sujet, peut-être plus technique. Depuis la mise en service des biens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on impose les inventaires. Parce que les inventaires, ce n'est pas qu'une logique économique. Yann l'a évoqué, je ne vais pas y revenir. Mais c'est une logique juridique.
La personne publique en est propriétaire, c'est du domaine public. On ne demande pas des inventaires pour embêter l'une ou l'autre des parties, au niveau des contrats des collectivités ou de l'État. On l'impose, pourquoi? Parce que c'est de la propriété publique, tout simplement. Et ça renvoie bien évidemment à nos cours de propriété publique de Master 1, dont un éminent collègue professe ici à Bordeaux le cours, je pense nécessairement à cette activité. Bon. En termes de propriété, est-ce qu'il y aurait de la propriété privée? Certainement, peut-être quelques droits résiduels, résiduels, peut-être pas significatifs, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas les inventaires. Ensuite, comment nationaliser? 100%? Moins? Est-ce que si on était sur une échelle inférieure aux 100%, est-ce qu'il faudrait négocier un accord avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, inclure peut-être les conséquences financières de cette décision? Et c'est peut-être là où le projet se heurte à une réalité pragmatique, parce que si l'on évoque nationalisation partielle ou totale, bien évidemment, les conséquences sont éminemment financières. Elles ne sont pas tant juridiques, encore faut-il pouvoir le faire en droit, mais elles sont surtout financières. Et là, c'est là où le porte-monnaie commence à s'ouvrir vraiment. Parce que si vous rachetez les sociétés, vous rachetez la dette. Il faudra bien la payer, la dette de ces sociétés. D'autre part, le prix d'achat, de rachat des sociétés peut être cher aussi. Pourquoi? Pas tant en raison des vieux contrats, même s'ils représentent 85% du réseau, mais en raison des nouveaux contrats qu'il faudra nécessairement inclure dans le calcul. Et là, on tombe dans une, à mon avis, je parle sous couvert, bien sûr, de toutes les précautions possibles, il me semble ici que la valeur de rachat se ferait sur une expertise de la valeur marché des sociétés. Or, typiquement, sur ces questions-là, par exemple, le Conseil d'État, en matière de résiliation anticipée des contrats, se refuse à se référer à la valeur marché. Il l'a expliqué dans une célèbre jurisprudence de remontée mécanique, mais il se réfère plus à des valeurs comptables des biens. Donc, je ne sais pas à quel point il faudrait expertiser. Encore, je pose là les hypothèses, je n'ai pas d'avis tranché. Je crois qu'il faudrait l'expertiser vraiment de manière approfondie. Une troisième hypothèse. L'article 36 de nos contrats de concession d'autoroute. Je vais vous prendre un exemple concret. Le contrat qui unit l'État à ASF et le contrat qui unit l'État à Escota. Que nous dit cet article 36 ? Permet de l'ouvrir, on ne connaît pas tous les contrats par cœur, mais il me semble utile quand même de rappeler quelques principes. Il nous dit durée de la concession, article 36.1, la concession prend fin le 30 avril 2036 pour l'ensemble des sections d'autoroute, c'est le contrat ASF donc. Et puis on nous dit, ah oui mais non, 36.2, si vous arrivez à une somme totale de péage, une fois qu'on arrive à ce résultat cumulé de péage, le contrat prend fin, je cite avec le dernier alinéa, la concession prendra alors fin sans indemnité de part et d'autre, hormis le cas échéant, remboursement de la TVA reversée au trésor public au titre des biens remis ou repris par le concédant. Alors, essayons de regarder un tout petit peu plus. Dans le contrat d'ASF, quel est le seuil montant total des péages? On ne parle pas de dette, on ne parle pas de charges d'exploitation qui devraient être déduites. Non, on est juste sur du résultat d'exploitation brute. ASF, 40 606 millions total de péages qui doit être cumulé pour déclencher cette clause. Escota, 8 882 millions. Alors, on va faire un petit calcul. Vraiment. Pour ASF, aujourd'hui, fin 2021, nous sommes à 40 700 millions. Nous avons donc dépassé le seuil. Pour Escota, nous sommes à 10 254 millions. Nous avons dépassé le seuil. Alors vous allez dire, la solution est décrite dans le contrat. Et alors là, on se dit, très bien, les contrats prennent fin finalement sur simple demande de l'État. Alors, ça suppose quand même qui? De la part de l'État. Et puis surtout, sans indemnité. Oui, mais. On a fait le calcul avec Frédéric Fortin, qui, je crois, l'a fait d'ailleurs en amont, qui a eu la gentillesse d'expliquer aux novices et aux néophytes que je suis. Oui, mais quand vous mettez en place ces chiffres et que vous incluez la formule qui est comprise dans cet article 36, cette clause, elle ne sera jamais appliquée. Tout simplement. Non mais, on insère des clauses qui, potentiellement, ne seront jamais appliquées dans les contrats. Alors ça, je suis quand même très curieux. Je veux bien que
l'article R31, 31.4 du Code de la commande publique sur les inventaires ne soit pas connu de tous, mais je crois que quand même, on est tous capables, à partir du moment où on écrit une formule d'actualisation, de faire des projections. Bon. Donc la formule ne sera jamais mise en œuvre. Oublions cette hypothèse, mesdames et messieurs. Quatrième choix possible, la résiliation anticipée. Alors ici, plusieurs cas de figure. La force majeure, la faute du co-contractant, l'intérêt général. Est-ce que la force majeure pourrait le justifier? Non. Il ne nous semble pas qu'elle soit constituée. Et rien d'ailleurs ne rend impossible l'exécution des contrats. Donc ce cas de figure paraît relativement improbable en droit. La faute. Là aussi, notre réponse sera certainement plutôt négative, sauf si certains considéraient que les investissements n'étaient pas réalisés correctement ou dans les temps. Il y a des décalages. Je crois que la Cour des comptes disait même, on ne sait plus très bien où on est dans les investissements et qu'est-ce qui les finance exactement. Est-ce que c'est les augmentations de péage ou les compensations données à l'occasion de plans? Bon. À mon sens, c'est un motif qui n'a aucune chance de prospérer. Mais venons-en à l'intérêt général. Oui, la personne publique, même en l'absence de clause dans le contrat, peut invoquer une résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général. D'ailleurs, même si les parties en disposaient autrement dans le contrat, la clause serait réputée nulle. La cause est très simple. La propriété publique des biens de retour. Ne l'oubliez pas. Alors ici, la limite, c'est quoi? C'est que si on déclenche cette hypothèse, il y a un droit à indemnisation qui bénéficie aux co-contractants. Deux éléments, le manque à gagner jusqu'à la fin des contrats. Donc, prenons une hypothèse simple, aujourd'hui jusqu'à la fin. Bon, là-dessus, le juge a statué depuis longtemps. Conseil d'État 1958, Société de distillerie, Magnac-Laval. Oui, mais. Si on devait démontrer qu'il y avait surcompensation ou surrentabilité, est-ce que le manque à gagner serait dû? Et je crois pouvoir déduire de l'arrêt de 2020, Communauté urbaine de Toulouse, contre la société lyonnaise des eaux, jugée par le Conseil d'État, eh bien que non, ça ne serait pas du tout évident. En tout cas, la question se pose. Vérifie juste les chiffres. Enfin, quand on regarde quand même que sur la période 2023-2036, selon les chiffres qui nous ont été présentés tout à l'heure, la surrentabilité pourrait être de 16 milliards. Quand on nous présente que le PRA a confié 3,7 milliards d'euros de travaux pour lesquels les sociétés, c'est bien normal, c'est en droit, peuvent escompter un remboursement et un bénéfice raisonnable, souvenons-nous, qu'est-ce que le bénéfice raisonnable dans cette situation? On est peut-être aux alentours de 10%. 10% appliqué à 3,7 milliards, ça fait 370 millions. Je ne suis pas très fort en maths, mais c'est à peu près cela. Mais si on me dit que le bénéfice supplémentaire, en réalité, n'est pas de 370 millions, mais de 4 milliards, c'est plus tout à fait pareil. Je veux dire, le bénéfice supplémentaire est plus élevé que ce qu'on a demandé en travaux. Ça représente 110%. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un bénéfice raisonnable? Bon. Donc, vous l'avez compris, cette première composante d'une éventuelle indemnité pourrait être sérieusement questionnée. Il y en a une deuxième, le damnum émergence, c'est la valeur du patrimoine, la valeur nette comptable. J'excluais tout à l'heure la valeur marché. Et c'est vrai, le Conseil d'État, en 2012, comme une de douée, l'a repris, l'a bien précisé depuis, et rappelle un certain nombre de principes. Si on résilie ce genre de contrat avant le terme, la valeur nette comptable des biens est due, je vais même aller plus loin que ça, c'est la valeur nette comptable attendue des biens s'ils n'ont pas besoin d'être renouvelés, ou la valeur nette comptable des biens figurant au bilan au jour de la résiliation s'ils ont besoin d'être renouvelés. Bon. On nous dit aussi quand même, attention, que ça c'est la limite, c'est la borne, mais le Conseil d'État prend soin d'expliquer que les parties peuvent en convenir autrement, c'est-à-dire diminuer la borne. Elles peuvent même convenir dans leur contrat, si bon leur chante, d'annuler le principe même d'une indemnisation de la valeur nette comptable des biens. Elles peuvent le faire. Je dirais même que lorsque les deux co-contractants sont des personnes publiques, les choses se compliquent parce qu'aucune des deux ne peut consentir de libéralité au sens du droit constitutionnel, bien évidemment. Mais encore une fois, pour cela, il faut les inventaires du patrimoine parce que c'est dans ce document que nous avons la valeur nette comptable des biens et c'est à partir de cela que nous pouvons l'expertiser. Encore une fois, c'est une obligation annuelle. Article R31, 31.4 du Code de la commande publique. Cinquième hypothèse,
L'amortissement économique, je vais le rappeler rapidement à partir de la logique des concessions, je ne vais pas trop m'y attarder non plus. La logique des concessions, je vous confie des investissements en échange d'un droit d'exploitation que je vous accorde, borné dans le temps, qui vous permet de percevoir des redevances. Je crois qu'on a presque fait le tour du sujet du colloque. Et le Conseil d'État, effectivement, dans son avis de 2015, ça a été dit tout à l'heure, nous expliquait que pour les autoroutes, si l'amortissement économique était constaté, ce serait bien une caducité contractuelle qui se ferait certainement sans indemnité. J'ai envie de vous dire, est-ce que ce n'est pas la logique poursuivie par les parties au terme de l'article 36 du contrat de concession ou des contrats de concession? Peut-être. Peut-être. Est-ce que cet article permet-il de conclure que les parties ont entendu limiter cette hypothèse seulement lorsque le niveau total des péages est atteint? Peut-être. Peut-être. Mais si jamais nous déterminons une surrentabilité d'une autre manière, l'exploitation d'aires qui ne le sont pas, de fibres d'autoroute, de contrats de fibres d'autoroute qui passeraient en dessous, etc. Est-ce que ce niveau de surrentabilité qui viendrait s'additionner à la rémunération ne serait-elle pas constitutif d'une libéralité? Est-ce que cela ne dépasse pas l'accord de la volonté des parties? À mon sens, la question se pose aussi. En tout cas, il serait quand même intéressant, là aussi, de faire des projections sur ces autres formes de caducité et pas uniquement sur celle de l'article 36. Donc, vous voyez, le débat public se résume à deux hypothèses, parfois un peu caricaturées ou caricaturales. En réalité, elles sont plus nombreuses et elles mériteraient toutes finalement d'être creusées, d'être investiguées pour proposer aux politiques un choix. Après, le politique prend son choix. Mais on a éclairé la décision. Je vais finir quand même sur un point. On a vu des hypothèses qui consistaient toutes à baisser la durée des contrats. Mais on oublie quelque chose. On a aussi la possibilité de discuter des augmentations de durée. Et je crois que le débat n'est peut-être pas complètement dans le débat public, mais il n'est pas exogène aux autoroutes. Et je vais être peut-être un peu plus court. En effet, les contrats peuvent être modifiés et permettre des augmentations de durée. On a parlé d'adossement ce matin. Moi, je serais effectivement un peu plus pragmatique. Des modifications tout simplement pour de nouveaux investissements, des travaux, des besoins impérieux, un contexte qui change. D'accord, mais à quelles conditions? Eh bien, on a quand même là aussi une borne qui nous est rappelé par le droit européen, transposé en France par des textes, repris à droit constant par le Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019. Toute modification substantielle des contrats est interdite. Toute modification substantielle. Et vous l'avez compris, tout l'enjeu est de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une modification substantielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a des éléments de repère aujourd'hui. Mais je crois qu'à travers la notion que je viens de vous donner, vous l'avez compris, le champ des possibles est très, très, très vaste. Est-ce qu'il faut inclure un plan de décarbonation? Est-ce qu'il faut inclure de nouvelles infrastructures en vue de compétitions olympiques? Les montants peuvent être très élevés. Je crois que le professeur Karpenchiv, ce matin, expliquait que la modification pouvait aller jusqu'à 50% de la valeur initiale du contrat. Ce n'est clairement pas rien quand on change le paradigme de millions d'euros en milliards pour les autoroutes. Ah oui, peut-être un dernier sujet, après, je vous promets, je laisse la parole à la table ronde suivante, la remise en état des biens. Alors, je vais finir sur ce sujet parce que c'est celui qui m'étonne le plus, comme celui des inventaires au demeurant. Puisque je n'ai pas les inventaires, comment je peux connaître l'état des biens? C'est déjà une vraie question en soi. Mais bon, quand je prends les quelques analyses, notamment celle de l'autorité de régulation des transports, on voit 4 hypothèses de remise en état des biens à la fin des contrats. Les biens comme ça. Pouf, tiens, je vous donne les clés, vous repartez avec. Très bien. Éventuellement un peu rehaussé avec les plans à 7 ans dont on a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas les inventaires. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, définir des objectifs à atteindre. C'est déjà ce que prévoient les contrats de concession avec la programmation à 7 ans, me semble-t-il. Bon. Autre hypothèse, définir une véritable stratégie de bilan avec des objectifs chiffrés, des critères. J'avoue que je ne suis pas gestionnaire public, donc j'ai plus de mal à appréhender cette hypothèse. Et puis la dernière, qui est peut-être la plus fantastique, la remise à neuf des biens.
la remise à neuf des biens. Mais oui. Et non mais, j'ai quand même entendu le ministre des Transports à l'Assemblée nationale, Madame Pires-Beaune, je parle sous votre contrôle, expliquer que effectivement, il solliciterait une remise à neuf des biens. Ah mais, je vais vous lire quand même là-dessus le contrat de concession, parce que je pense qu'on a un outil contractuel, il faut savoir le relire. Article 37, reprise des installations en fin de concession. L'article est clair sur son objet. Les biens de retour, à l'expiration du délai, résultant de l'article 36, l'État se retrouvera subrogé dans tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession. Il entrera immédiatement, et sous réserve des articles 37.3, gratuitement en possession des biens de retour, à la date du même jour 1. Les biens de reprise, pareil, il y a quelques éléments. 37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre aux concédants les biens de retour en bon état d'entretien. 7 ans avant l'expiration, et c'est là où on rentre dans le système de programmation. Moi, je crois quand même que là, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Reprenons un rapport de Deloitte de 2017, qui juge, à partir des travaux de la DGITM, 2011-2018 donc, eh bien que, à 85%, le réseau est en bon état, voire en excellent état. Et y a-t-il un sujet de remise en état des biens ? La question pourrait quand même se poser aussi. Et faut-il les remettre à neuf avant la fin des contrats ? Est-ce que le Conseil d'État, sur la notion de remise en état des biens, il n'a peut-être pas statué sur les concessions d'autoroutes ? Bien évidemment, elles ne sont pas encore arrivées à leur terme. Mais il a quand même statué sur d'autres contrats, de collectivités territoriales notamment. Il nous a donné des éléments de repère. Entre combler un trou de 2 mètres de diamètre sur la chaussée de l'A9 et remettre à l'état neuf le patrimoine, vous avouerez, vous serez d'accord avec moi, qu'entre les deux, le champ des possibles, là aussi, est très vaste. Mais interrogeons-nous sur les conséquences. La remise à neuf des biens. Est-ce prévu seulement dans les contrats ? La réponse est non, je viens de vous le lire. Si ce n'est pas prévu, les sociétés demanderont compensation. Et il est bien naturel que le juge administratif, fidèle à sa jurisprudence, leur donnera raison. Donc, de deux choses l'une. Soit la remise en neuf nécessitera de payer une indemnité, donc nous paierons les contrats 2 fois, une fois au départ, une fois en aval, ou alors on prolonge. J'ai l'impression, et je vais conclure là-dessus, de voir ici la théorie des contrats sans fin. C'est même plus de la tacite reconduction. La tacite reconduction suppose quand même le silence d'une des parties qui consent tacitement à ce que le contrat perdure. Là, c'est l'une des parties qui consent à repartir pour 30, 40, 70 ans de contrat parfois. Alors, je ne sais pas combien d'années il faudrait de durée en plus. Je ne le sais pas, parce que je n'ai pas les inventaires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour tous ces constats, pour toutes ces pistes qui suscitent peut-être des questions ou des remarques. C'est à vous de demander et de vous saisir de la parole si vous le souhaitez. Merci à nouveau pour ces exposés. J'aurais une question un peu précise à M. Valls, parce qu'à 2 reprises cette année, j'ai interrogé le ministre Djebari sur la question des inventaires. La première fois, il était assez embarrassé. On m'a expliqué ce qu'il y avait dans le code de la commande publique et puis donc l'enjeu. Et quand j'ai vu arriver ce décret, j'étais extrêmement surpris. Alors, vous venez le décret de décembre. Vous venez de nous dire que c'était le concédant qui devait faire l'inventaire. Moi, je suis désolé, je n'ai jamais fait de droit. Mais quand je lis le décret, je ne le vois pas comme ça. C'est indiqué, le concessionnaire poursuit la constitution du premier inventaire sur la base de la nomenclature établie dans le cadre du contrat de plan 2017-2021 et le présente au concédant dans un délai de 4 ans. Alors, moi, je crois lire que c'est bien le concessionnaire qui établit l'inventaire et non le concédant. Mais quand j'avais interrogé le ministre, il m'a dit non, tout est en ordre, on sait quel est l'état du patrimoine de l'État. Mais quand je vois arriver ce décret, pour moi, c'est un aveu qu'il n'y avait pas d'inventaire, puisqu'il cite précisément le premier inventaire sera établi. Je crois que dans le code de la commande publique, on dit que c'est annuel. Et là, il donne 4 ans pour le faire. Est-ce qu'il n'y a pas des interrogations fortes là-dessus ? Merci de vos précisions.
Je me permets de préciser, Yann, c'est que dans ce décret, effectivement, on fait porter la responsabilité au concessionnaire, SAPN État. Je crois que c'est la première fois à notre connaissance, parce que moi, je vous incite à relire ces rapports de la DGITM et même de l'ART, où on a l'impression que ces services de l'État ou autorités publiques indépendantes se sont automissionnés pour réaliser cette mission. On a cette impression-là. Quand on lit les rapports de la DGITM de 2011 à 2018, on est en train de définir des critères, on poursuit ce travail d'analyse, on poursuit ce travail de constitution d'inventaire. Et d'ailleurs, dans les contrats, les inventaires n'y sont même pas dans les éléments du rapport annuel. J'ai repris tout à l'heure l'article sur les rapports annuels. On demande plein de choses, hein, et globalement, les rapports annuels d'ASF, d'EFAGE, etc., répondent au cahier des charges du contrat, mais il n'y a pas les inventaires. Mais effectivement, au départ, on a cette impression quand on lit ces rapports du côté public, je parle du service de l'État, hein, au ministère des Transports, qu'ils se sont peut-être un peu trompés sur qui devait réaliser ces contrôles. Alors, moi, je préciserais que vraisemblablement, la DGITM, je ne dirais pas qu'elle commet une erreur. Je dirais qu'historiquement, peut-être, elle vient compenser un manque qui est le sien, alors peut-être pas dans son format DGITM, mais dans son format passé, lorsqu'elle était en fait de l'autre côté, et qu'elle n'était pas l'autorité qui contrôle, mais qu'elle était tout simplement l'autorité exploitante. Il est acquis, en tout cas c'est mon sentiment, donc je vais mettre des guillemets, il est acquis pour moi que la méprise qui est entretenue, qui est celle vraisemblablement des propos du ministre Djebbari, elle est la résultante de toute évidence de ce que ses propres services, les services finalement de la DGITM, sont absolument convaincus du bien fondé de la mission qui est la leur d'établir des inventaires. Et très clairement, si vous prenez l'ensemble de leurs rapports depuis 2011, et on peut y accéder librement, vous pourrez en faire la lecture, vous retrouvez à peu près toujours à la page 65, ça varie des fois à la page 64, le fait qu'elle se donne cette mission-là, concrètement. Alors que ça ne ressort effectivement clairement pas d'un dispositif contractuel, en tout cas pas celui que l'on retrouve dans les contrats, que ça ne ressort pas davantage, bien entendu, des dispositions réglementaires, et pas davantage a priori du décret que vous évoquez. C'est en cela qu'il y a quelque chose, il y a une forme de non-sens. Et le paradoxe, c'est que là où le ministre finalement retombe quelque part un petit peu sur ses pattes, c'est que, comme effectivement, il n'y a pas cette obligation qui est existante, mais qu'en revanche, il y a un dispositif dans le contrat, à le fameux article 37 qu'on évoquait tout à l'heure, qui vise à dire, attendez, 7 ans avant, on fait un point de rendez-vous. En fait, on est en train de confondre ces deux choses. On est en train de confondre l'inventaire initial du patrimoine, alors qu'il ait été réalisé ou pas réalisé, qu'il faille le réaliser à partir de 2005 ou qu'il n'ait pas été réalisé à partir de 2005, qu'il ait fallu peut-être commencer à le réaliser à partir de 2006, de 2007. Ça n'a rien à voir avec la clause de rendez-vous que l'on se donne pour terminer un contrat, prévu à l'article 37.4. Ça, c'est normal que les parties se réunissent pour dire, attendez, on fait un point d'étape. On est à 7 ans de la fin, on va voir qu'est-ce qu'il y a à refaire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à refaire, il y a un programme, il faut gabariser, il faut mettre de l'argent. Il faut voir si les provisions, effectivement, on va les utiliser et comment on va les utiliser. Et il y a cette... Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, donc je me garderai bien de mettre une volonté derrière les propos du ministre, parce que ça supposerait une intention. Mais je pense qu'il y a néanmoins, en tout cas, dans la réponse qu'il a formulée à votre interrogation, la volonté de retomber sur ses pattes, et il retombe sur ses pattes parce qu'il a ce dispositif contractuel à l'esprit. Et que, dans le même temps, il a des rapports de son administration, la DGITM, qui, quelque part, lui dit « Oui, non, mais il faut qu'on le fasse. » Oui, sauf qu'en fait, il n'existe dans aucun contrat public un dispositif contractuel, mais pas davantage un dispositif réglementaire, et on le comprend bien, qui fasse que ce soit celui qui donne à faire qui soit celui qui établisse l'inventaire du patrimoine qu'il a donné, ou qui a été constitué pour lui. La seule hypothèse où il peut s'interroger sur ce renversement de rôle, c'est l'hypothèse dans laquelle, à un moment donné, il était de l'autre côté de la barrière, où il était effectivement actionnaire à 100% des CSA qui ont constitué le patrimoine, et qu'il ne l'a pas fait, lui, l'inventaire, pour le coup.
Sauf que, voilà, quand on a la bascule en privatisation en 2006, dans le même temps, un an avant, on a ce fameux avenant qui est passé sur l'ensemble des contrats de concession. Et qui, pour le coup, est extrêmement limpide. On réinverse les choses, je suis plus actionnaire, je suis devenu l'autorité organisatrice du service, tu as pris mes parts dans les SCA, tu te dois de réaliser l'inventaire à dater de 2006 et de me le remettre chaque année à jour. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation. Oui, c'est concernant la caducité des contrats. Bon, le professeur Jean-Baptiste Villa et M. Wells, vous avez souligné une certaine. On peut tirer la conséquence de la caducité du contrat en ce qui concerne l'indemnisation. C'est intéressant sur ce plan, mais dès lors qu'il n'y a pas d'indemnisation, par exemple, si on a atteint le seuil de rentabilité des concessions d'autoroute, en principe, on dit que la personne publique peut résilier unilatéralement pour motif d'intérêt général. On sait qu'il y a un bon mariage entre le concessionnaire et l'État. Et si l'État ne prend pas l'initiative pour résilier, on sait que c'est caduc. Qui doit tirer la conséquence de cette caducité? Parce que si aucune des parties ne prend l'initiative, le juge ne sera pas saisi. Est-ce que dans ce cas, on ne pourrait pas reconnaître un pouvoir de saisine à l'autorité de régulation des transports? Par exemple, il y a déjà le référé. On peut lui reconnaître un pouvoir de saisine du juge en vue de l'annulation du contrat. Je commence, Sur la caducité, on va être assez honnête. On n'a qu'un seul cas de recul, c'est l'arrêt Olivet, et c'est en matière d'eau. Et la caducité, en l'occurrence, elle est prononcée sur la base d'un dispositif qui est, en l'occurrence, celui de l'atteinte des 20 ans, et au cas particulier du contrat dont il est question à Olivet, une durée effectivement qui est plus grande que la durée normale d'amortissement, et qui rencontre effectivement le bornage législatif qui a été intégré qui a été intégré. Bon. Là, on est dans une disposition un petit peu différente, c'est-à-dire que on présuppose que le défaut d'inventaire va permettre d'exciper d'une forme d'irrégularité des tarifs pratiqués à l'endroit des usagers, va permettre d'exciper également d'une irrégularité factuelle d'une obligation qui était une obligation de bonne foi du co-contractant, et qu'au surplus se pose la question de toute valorisation susceptible d'être faite, et on anticipe d'ores et déjà la rupture susceptible d'intervenir, sur le gain manqué et la part non amortie. De là, quelque part, intellectuellement, on fait le chemin de dire il pourrait y avoir une forme de caducité. À la question qui est la vôtre de savoir quelle est l'autorité la plus à même de pouvoir se saisir de cette question-là, je ne pense pas que ce soit l'ART. Au visa de la lettre de mission qu'elle s'est donnée et au visa également, de toute évidence, de son rapport, il y a un hiatus sur la profondeur de ce qu'elle s'autorise à faire. En fait, c'est juste une suggestion. Je n'ai pas relevé que c'est l'ART qui détient ce pouvoir. En cas d'inaction de l'État et du concessionnaire, comment on doit constater la caducité du contrat? Parce que si on laisse le contrat courir, après tout le monde sort perdant. Je vois pas à la limite d'inconvénient à ce que clairement ce soit porté par la représentation nationale. Quelque part, la représentation nationale est tout à fait à même de solliciter tout simplement l'autorité organisatrice du service sur les données dont elle dispose pour pouvoir déterminer si il y a eu effectivement une surrentabilité, le cas échéant, si au surcroît le défaut d'inventaire permet effectivement de s'interroger de façon légitime sur une potentielle caducité. Mais je vois plus ça émanant effectivement d'une interrogation venant de la représentation nationale, qu'elle soit par le biais de l'Assemblée nationale et des députés ou éventuellement des sénateurs, que par l'autorité de régulation des transports elle-même qui, pour le coup, serait tout à fait légitime à dire « Attendez, moi, c'est pas ma lettre de mission et c'est pas mon job de faire ça. » Voilà. Mais l'avis est très personnel et n'engage que moi. Je veux pas qu'il y ait de méprise. Voilà. On a lu l'astérisque. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être, ou est-ce qu'on embraye avec la dernière table ronde?